Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bienvenue chers auditeurs. Aujourd'hui, nous démarrons donc ce podcast avec comme invité Nico, qui est tout simplement le créateur de la SWAT Team, qui va avoir beaucoup, je pense, à nous dire sur tout ce qui va être l'historique du street en France. Qu'est-ce qui lui est venu comme idée pour venir justement créer cette team et qui est maintenant quand même une des teams fondatrices et on va dire un des noyaux centraux, je pense, du street en France, que ce soit street workout, street lifting en général. Donc Marco, je te laisse poursuivre. Ok. Ouais, donc Nico, déjà dans un premier temps, est-ce que tu pourrais faire une présentation exhaustive pour ceux qui te connaîtraient pas encore? Moi c'est Nico, dit Nico Statham. Je suis donc fondateur de la SWAT Team depuis 2014. On a commencé donc à créer cette team et l'évolution du street a fait qu'on a été une des teams émergentes de tout ça. Mais je suis coach aussi entre autres et donc j'essaye de développer le street avec bien d'autres. Aujourd'hui aussi le street lifting. Et donc voilà, j'ai 40 ans. Je suis papa de 3 enfants et je suis comblé dans tout ce que je fais aujourd'hui. Ok. Ouais, très bien. Et du coup, alors, on va décomposer ce podcast en deux parties pour les auditeurs. Et la première partie va traiter un peu, comme l'avait dit Victor, de l'historique. Est-ce que toi, tu pourrais nous faire un historique de la discipline, son origine, on va dire même géographique, et son évolution depuis 2013? Ouais, donc moi j'ai vraiment connu les précurseurs en France et c'était dans les années 2010, donc avec les Bar Tigers. Donc il y avait la team de Baous, si vous connaissez, et Iron aussi. Il y avait MC Jean Gabin aussi dans la team à l'époque. Il y avait une autre team qui était avec Nabilson, donc lui maintenant qui fait beaucoup d'événements dans des cirques et des choses comme ça dans le monde entier. Et il avait Sébastien Valère qui était les précurseurs du street, et on a suivi la folle épopée de Hannibal King qui nous a tous motivés dans les années 2010, et c'est là que pour moi le street a vraiment commencé en France. Excusez-moi. Et donc on a commencé comme ça. Moi je sais que j'ai été vraiment époustouflé par tout ce qui était le street en général. Donc il y avait beaucoup de gym à l'époque et c'était beaucoup de freestyle, surtout sur bar, donc avec beaucoup de figures de force. Et c'est vrai que tout doucement, moi j'étais adepte des sports d'endurance, donc j'ai fait très longtemps du vélo, du cyclisme entre autres. Et donc c'est vrai que ce sport était vraiment tout nouveau, la force, comment découvrir le haut du corps, parce que moi j'étais spécialement sur le bas du corps. Donc voilà, j'ai eu des problèmes de santé, et c'est vrai que je suis venu moi au street workout tout doucement, parce que justement c'était la meilleure manière de me renforcer et d'être plus fort sur mon corps, quoi. Donc voilà comment le street pour moi est arrivé. J'ai rencontré donc les NXC en 2013 ou 2014 je crois, 2014, et du coup c'était Philippe à l'époque, le président des NXC. Et il m'a vraiment montré comment on montait un entraînement de street, à sa façon, bien sûr. Et lui, il était comme moi, on était vraiment dans l'optique que le street était vraiment le développement du haut du corps, mais qu'on était aussi vraiment, on voulait vraiment être complet. Donc on faisait aussi, nous, le bas du corps, donc tout ce qui était pistol squat. Il m'a montré vraiment beaucoup d'exercices. Et c'est comme ça que moi, de mon côté, avec des jeunes qui étaient autour de moi sur Aulnay-sous-Bois, qu'on a monté la SWAT Team. Et donc au départ, vraiment très très peu de moyens et beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Et donc voilà comment la SWAT Team
est arrivé en France. Ok, ouais. Ah, c'est intéressant. Ah, t'as vraiment eu en fait un peu l'envie, on va dire, de rassembler des gens autour de valeurs communes, du sport, etc., quoi. Ouais, c'était même pas mon envie à moi, c'était vraiment parce que c'était que des jeunes, il n'y avait pas beaucoup d'agrès à l'époque en extérieur, excusez-moi. Et hop, je suis désolé, j'ai reçu un appel. T'inquiète, Hop. Donc, pas de souci. au départ, c'est vraiment pas mon envie de monter une team. Mon envie, c'est juste d'aider des jeunes qui n'ont pas de moyens Ok. de faire construire des parcs de street. Décidément. Ah, On sent que la personne est insistante. Ouais. Excusez-moi encore une fois. Du coup, j'ai vraiment voulu aider les jeunes et donc je me suis rapproché de la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Tout simplement, ils m'ont dit il faut monter une assos. J'ai monté une assos. Et voilà comment on a commencé la SWAT Team. Mais c'était vraiment pas mon envie première d'aider. C'était plus aider. Je voulais pas monter une team. Voilà. Après, je me suis pris vraiment au jeu. Mais la base, c'est vraiment je veux un parc de street pour les jeunes d'Aulnay-sous-Bois et je fais les choses pour eux pour les aider quoi. Ok, ouais, intéressant. Ouais, quand tu nous parlais d'Hannibal King, etc., dans les années 2010, est-ce que tu pourrais, toi, déterminer quelle est l'origine vraiment de ce sport? Est-ce que c'est plus parce qu'on voit beaucoup les sports de l'Est? Est-ce que c'est les États-Unis? En fait, quand tu t'intéresses vraiment au début de ce sport, c'est l'Antiquité. La calisthénie, ça existe depuis la nuit des temps. C'est juste que, au fil du temps, l'homme, il s'est un peu embourgeoisé. Et il a voulu avoir des accessoires, mais à la base, tout homme, je pense, depuis sa création, quand il veut se muscler, fait des pompes, essaye de se tracter, tire des choses, pousse des choses. Et donc, c'est naturellement, en fait, depuis la nuit des temps, je pense que ça existe. Après, il y a eu donc la méthode suédoise, ce qu'on appelait la gym suédoise, qui est aussi de la calisthénie, en fait, et c'est que de la musculation au poids du corps. Et c'est comme ça que ça s'est développé un peu dans le monde entier. Je pense que tout le monde s'est nourri un peu de ça pour créer ce qui est aujourd'hui le street workout et le street lifting, quoi. Ok. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu fais une dissociation claire et franche entre le street lifting et le street workout? Pour moi, aucune. C'est juste qu'aujourd'hui, justement, le street lifting est mis trop en avant. C'est-à-dire que les gens se lancent dans le street lifting sans avoir eu l'opportunité de s'entraîner sur du street workout, tout simplement. Et je pense que c'est ça, juste l'oubli et qui peut être dangereux, je pense, pour notre sport en tout cas, et sa prévention. Ouais. Tu recommandes de passer par une phase de set and rep un petit peu en gros. C'est un peu l'idée. C'est pour moi c'est logique. C'est en fait nous on est venu voilà après je vais répondre à la suite logique de vos questions. C'est on est venu logiquement au street lifting. Au bout d'un moment quand tu fais 40 reps en dips et tu fais des 20 tractions, la suite logique quand tu as travaillé tous tes tempos et que tu as fait toutes les méthodes, tu commences à te lester tout simplement et tu viens au street lifting en fait, tu vois. Ok. Donc là, en fait, c'est un peu les origines et toi, justement, toi qui est vraiment un précurseur en France pour moi, mais Victor aussi, je pense qu'il pense la même chose que nous. C'est quoi, t'as vu l'évolution un peu des mentalités, est-ce que tu te retrouves un peu dans la nouvelle génération ou c'était comment avant? Ça a pas franchement changé, c'est plutôt un sport individuel. Du coup, pour moi, ça a pas changé là-dessus. On met pas assez en avant les teams, justement, on met plus en avant les athlètes. Et pour moi, c'est un défaut. C'est vraiment aujourd'hui, on devrait justement continuer à créer la force que notre sport peut donner aux autres. Et surtout, c'est de mettre en avant les teams. Les teams doivent être mises plus en avant parce que c'est eux qui organisent les compétitions. Sans compétition, pas d'athlètes. Donc, en fait, c'est vraiment les teams qui devraient être mis en avant aujourd'hui si on veut vraiment avancer dans notre sport. Et clairement, essayer de mettre les athlètes en avant toujours, mais derrière des teams. On prend n'importe quel sport aujourd'hui,
c'est des teams avant d'être on prend le foot, on va prendre le plus gros sport en France. PSG, c'est une équipe avant des joueurs. Eux, ils essayent de mettre les joueurs aujourd'hui et on voit que ça fonctionne pas. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose et c'est vraiment ça l'idée aujourd'hui qu'il faudrait donner au street, quoi. Que ça soit workout ou lifting, hein, c'est pareil pour moi. Ouais. Et de quelle manière, justement, tu penses qu'il faudrait agir pour réussir à revaloriser les teams? Bah là, nous, on a toujours essayé, c'est-à-dire que donc on a toujours essayé de sortir des vêtements propres à notre sport. Avant de mettre notre team en avant, on a voulu mettre une identité sur le sport. Donc on a voulu créer quelque chose, donc ça que soit simple, un t-shirt, des bardeurs, des shorts pour qu'on voit, dans notre sport, on a besoin de voir tous les articulations, donc que ce soit coude ou genou. Donc pour moi, c'était très simple à partir de là. Et voilà, c'était de déjà donner un esprit sportif, arrêter de rester dans le street. C'est bien, au début, on fait du street workout en jean, mais voilà, le but, c'est vraiment de donner un vrai sport, donc avec des règles et du coup, forcément des équipements, tu vois. Et pour moi, c'est ça qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est donc donner des équipements aux athlètes avec des teams derrière pour que le sport soit valorisé, pour que les sponsors soient intéressés, parce que voilà, aujourd'hui, c'est ça aussi qui va faire l'enjeu de notre sport, c'est que s'il n'y a pas de sponsor qui s'intéresse à nous, on restera comme le powerlifting en bas de tout, quoi, tu vois. Donc bien sûr. Le but, c'est ça aujourd'hui, c'est de trouver beaucoup de sponsors pour nous mettre en avant, et donc on a besoin d'équipements et de règles pour que ils nous suivent tout simplement, quoi. Ouais, pour professionnaliser tout simplement l'activité. Voilà. Et c'est intéressant parce que du coup, le grand débat, on va dire, qui est en street, c'est pour le mouvement notamment du squat. Est-ce que toi, du coup, tu es pour un squat avec ceinture et genouillère, comme on fait en power, justement avec de l'équipement, parce que du coup, ça pourrait amener des sponsors pour les équipements, etc. Ou tu es plus pour un squat raw qui serait justement un peu plus, on va dire, un squat justement street, entre guillemets. Ouais, donc moi je suis de l'ancienne école. Okay. Je pars du voilà, on a commencé en street justement dans la rue pour que notre sport soit vraiment donné à tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'âge, on devient plus flemmard, on va dire. On a envie d'avoir notre confort, donc on va prendre une salle de sport et on va aller s'entraîner de la même manière qu'on s'entraînait dehors. Donc, ce qui a donné le street lifting est aujourd'hui beaucoup plus populaire parce que justement, tout le monde s'entraîne en salle. Mais nous, en tout cas, on a commencé dehors. Donc, c'est vrai que on n'avait rien. On squattait pieds nus. On était dans la boue pour faire des pompes. Voilà, en fait, moi, il y a une âme dans le sport, donc du street workout, qu'il faut quand même garder et pas essayer de ressembler à notre sport, je pense. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais la fédération en Italie de street lifting. Ouais, avec les cinglés, là. Voilà. Donc, elle s'est fait avoir par le powerlifting. Donc, aujourd'hui, ils font partie, sauf qu'il n'y a plus de muscle-up dans les concours de street lifting. Donc, le muscle-up, c'est la base de notre sport. Si on enlève ça, ça s'appelle plus du street lifting, tu vois. Donc, bien sûr. Donc, pour moi, c'est ça le gros du problème aujourd'hui, c'est tout ça. Il faut rester chez nous, street, raw. Garder l'identité. Ouais. C'est ça. Après, pourquoi pas faire une compète de temps en temps pour justement intéresser les powers à venir dans notre sport et tester. Et pourquoi pas eux avoir envie de faire notre sport tout le temps après, tu vois. Donc, bien sûr. Ça peut rester intéressant au départ pour s'ouvrir, comme je dis toujours. Donc, on s'ouvre, c'est un nouveau sport. Il y a d'autres qui vont tester, des powers qui vont venir chez nous. Ah, c'est sympa. J'ai un gros squat, j'ai un bon niveau, je peux finir, même si j'ai un petit muscle-up, finir au top. Ouais. Mais voilà, dans l'absolu, c'est bien au début. Après, il faudra régulariser tout ça et devenir reprendre l'identité qu'on a juste pour avancer. Pour avancer tout simplement. Bien sûr, ouais. Je pense. Après, ça reste que mon idée à moi. Hein. Ouais, bien sûr. Mais même en termes attends, parce que c'est un truc qui m'interroge, ça fait quelques fois que j'ai oublié de poser cette question, mais même en termes d'identité, justement, je sais qu'à la base, les premières, je pense, compètes de street lifting, où il y avait traction 1RM, dips 1RM, etc., c'était avec du squat pistol, justement, parce que ça reprenait aussi vachement plus l'identité du street, parce que c'est vrai que, ok, il n'y a pas de genouillère, il n'y a pas de ceinture,
Mais en réalité, même C'est si ça. on s'entraîne dans la rue, normalement, il n'y a pas de rack avec une grosse barre, avec des plates, etc. C'est On ça. a à la limite, des haltères, peut-être des kettles, etc. Au plus. Et C'est on va vrai. faire donc des pistoles parce que forcément, si on fait des squats classiques ou des gobelettes avec des kettles même de 40, ça va pas être un truc de ouf. C'est ça. Donc est-ce que toi, tu serais plus du coup pour du 1RM pistol carrément, comme il y a pu avoir au début? Alors, au début, je vais pas te mentir, il y a quelques années, parce qu'on travaille aussi sur l'événement d'une compète. Après, on l'a jamais fait vraiment parce que ce qui nous intéresse, c'est de donner un cash price à notre compétition, et c'est compliqué à faire. Donc, c'est juste qu'on prend du temps, mais on a plein d'idées, on travaille sur plein de formats pour justement essayer d'avancer dans notre sport, tu vois. Mais le pistol, aujourd'hui, je te dirais non, parce que je suis devenu coach. C'est intéressant quand tu es très mobile. Quand tu l'es pas, ça peut être très dangereux. Donc pour moi, c'est non. Tu vois, aujourd'hui en compétition, mettre du pistol lourd, ça ferme la porte à trop de gens. C'est ça, je suis d'accord. Après, pourquoi pas le mettre en bonus, tu vois, dans un challenge, mettre à part plusieurs challenges, tu vois. Pourquoi pas, voilà, c'est aussi joli à voir de voir un mec qui fait des pistoles à 16 kilos et qui fait 20 reps avec, tu vois. Ça reste sympa, tu vois. Ouais, c'est ça. Carrément. Ouais. Et donc toi, Nico, est-ce que tu serais plutôt pour l'instauration de ratios comme on avait déjà parlé dans d'autres podcasts avec d'autres intervenants? Toi, c'est un truc qui te conviendrait plus, hein? Alors, c'est pas que ça conviendrait, c'est que ça serait logique, en fait. C'est ce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est au bout d'un moment, on devient raw, ça serait pas mal. Forcément, le muscle up, je te dis, l'identité de notre sport. Si on enlève ça, on tue notre sport. Donc, pour moi, forcément, au bout d'un moment, on sera obligé de, au moins, mettre un coef sur le muscle up, pour que, justement, ça soit logique. Après, j'ai fait une compète en Espagne avec mes gars. Ils ont encore une autre façon de calculer. Ils mettent des ratios partout. Ils mettent des ratios sur les places de chaque mouvement. Donc, t'as vu, à la fin, c'est un calcul mental. Ouais, c'est trop compliqué. C'est trop. Pour moi, en tout cas, on s'est fait avoir, nous, ce jour-là, parce qu'on nous a pas forcément expliqué les règles. À la fin, on n'a pas vraiment compris pourquoi on s'était fait voler d'une place à chaque fois sur la fin des podiums, tu vois. Mais en fait, on a très bien compris que, en fait, il calculait à chaque fois chaque mouvement avec un ratio, et ce qui faisait que, nous, on n'était pas focus là-dessus, et on s'est fait avoir à chaque fois. Je crois ils ont fini deuxième, et du coup, ils finissent troisième. L'autre qui finit troisième, à chaque fois, il finit quatrième. Voilà, on s'est fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, voilà, ça reste leur truc. Ils ont trouvé peut-être qu'ils changeront un jour, hein, mais pour l'instant, pourquoi pas tenter des choses. Il faut, je pense, tu vois, et voir ce que ça amène derrière, quoi. Mais il faut tenter. Après, est-ce que tu penses pas qu'à l'international, justement, ce serait important d'avoir, comme tu disais tout à l'heure quand tu parlais des règles communes, parce que ça crée une sorte de frontière, comme là vous avez vécu là, parce que forcément vous faites vos compétitions avec un ratio, un règlement qui est fixe, et vous allez d'un endroit à un autre, etc. Ça change à chaque fois. Donc ça crée comme une sorte de barrière, un peu comme la barrière de la langue en quelque sorte, qui fait que tu as peut-être un peu du mal à vraiment communiquer et avoir une sorte de compétition commune qui est stable et qui se comprend pour chacun, on va dire. Mais en fait, c'est très dur. Après, je pense tu vois, ça, c'est encore l'ego humain, hein, qui veut toujours tirer la couverture vers lui. Ouais. Et en fait, on n'arrive pas. Ça fait des années, tu vois. Et regarde, la finale rep, ils font leur championnat du monde, mais c'est pas un championnat du monde. Tu vois, il y avait l'Ukraine qui le faisait à l'époque. Ils disaient que c'était un championnat du monde, pareil. Il y avait pas tous les pays. Il y avait pas. Je suis désolé. Pour moi, c'est pas un championnat du monde. Donc, on n'a pas tous les mêmes règles. Tu vas en Hollande, ils te demandent de passer la tête en entier, voire jusqu'au bout. Ça. Donc, voilà. Après, je pense que déjà, il faut qu'on fasse, nous, quelque chose chez nous. Après, si on va à l'international, nous plier à leurs règles, tu vois, c'est comme ça. Après, tant que je te dis, il n'y a pas une grosse fédération, et nous-mêmes en France, on n'arrive pas à être soudés. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, c'est pour ça que ça prend du temps, tu vois. Donc, voilà, il y a des choses qui sont bien, qui sont faites aujourd'hui, qui nous font avancer. Il y en a d'autres qui nous retardent. Donc après, on va en reparler si vous voulez, mais ouais. C'est intéressant parce que et quand tu parlais justement au début, importante.
Vas-y, Ah, non. excuse-moi. Quand tu parlais justement au début de, développer le sport, le populariser, gagner des sponsors, etc. C'est vrai que je pense vraiment qu'on devrait standardiser d'abord en France et ensuite à l'international. Mais bon, visiblement, comme tu le dis, ça pose de sérieux problèmes. Enfin, il n'y a pas d'accord vraiment entre les fédés, etc. Tout le monde fait son truc dans son coin. C'est un peu relou, quoi. C'est ça que j'ai dit Bah d'abord. après, D'abord, il faudrait essayer de valoriser les équipes. Déjà, nous, en tant que sportifs, on aime notre sport, on veut le faire avancer. Déjà, nous, à l'intérieur, avant de penser aux fédérations, pourquoi nous, déjà, on Ouais. prend pas l'initiative de faire les choses? On se fait des D'accord. équipements, on vient sur des teams, on vient sur les compétitions avec des teams, c'est les teams qui inscrivent les athlètes. Déjà, juste ça, on peut le faire. Après, je pense que les choses, ils vont être logiques. Tu vois, une fois qu'on a fait tout ça, nous, à l'intérieur, est-ce que quelqu'un prend le lead ou est-ce qu'on se met tous à bosser pour monter cette fédération là et qui traîne à avancer alors que tout est monté? Tu vois, c'est juste que maintenant il faut être soudé pour avancer. Donc voilà, ça ne tient qu'à nous. Je pense que d'abord il faut qu'on fasse nous individuellement nos équipes qu'on a montées, qu'on standardise sur des équipements et qu'on avance là-dessus, je pense. ok, ouais. T'avais une question, Victor? Non, mais c'est après simplement, c'était une remarque que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est intéressant en même temps l'idée de se dire que c'est vrai qu'il y a un fonctionnement qui est différent d'un endroit à l'autre, mais en même temps, on sait que, bah, on dit souvent une des caractéristiques principales d'un athlète, c'est la capacité à s'adapter, et c'est vrai que, bah, du coup, tu te mets dans un milieu qui est différent, et ok, on peut toujours en vouloir au règlement, etc., mais c'est vrai que dans l'idée, l'objectif, ça reste d'être capable d'être assez malléable et de pouvoir, bah, même si parfois, bon, c'est compliqué, c'est difficile à mettre en place, mais d'être capable quand même de s'adapter aux critères qu'on nous demande à un moment, quoi. Bah moi je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours eu cette mentalité dans en tout cas à la SWAT. J'entraîne mes gars pour qu'ils soient prêts déjà toute l'année. Hein, le but c'est C'est voilà, ça, ouais. c'est qu'ils soient prêts toute l'année parce qu'on sait pas voilà, rien n'est organisé donc les compètes elles tombent comme ça et il faut être prêt à tout moment donc j'ai toujours essayé d'adapter les entraînements pour que ils soient prêts toute l'année et pas les cramer, tu vois. Après bon, il y en a qui passent, il y en a qui cassent, hein, c'est toujours comme ça. Le temps que tu trouves vraiment ton raisonnement, ton schéma sportif, tu vois. Mais moi c'est voilà, ils sont complets, prêts toute l'année. On sait que c'est compliqué, mais en tout cas on essaye. Ouais. On essaye d'être prêt. Après forcément on a des pics plus ou moins hauts, ça dépend des périodes. Et voilà, mais le but c'est d'être complet, de faire des mouvements complets, et à partir de là, qu'on te demande de passer toute la tête, juste le menton, ou de rester 3 secondes en haut, tu l'as déjà fait à l'entraînement. Donc il n'y a pas de Ouais. problème. Et voilà, comme on parle d'adaptation, c'est pareil pour tout le monde. J'ai toujours dit ça à mes gars. Si t'as mal, il a mal. Il n'y a pas de il est plus fort que moi. Non, non, on est tous humains. Forcément, après, c'est toi et tes entraînements qui vont faire la différence. Bien sûr, ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Bah, de toute façon, après, on prône souvent l'idée, quand comment dire, on veut faire des compétitions, tu sais, de s'entraîner à des standards de compétition, ce qu'on retrouve à l'échelle internationale en powerlifting. En powerlifting, on sait que voilà, il faut faire la pose à la poitrine au développé couché, il faut attendre que l'arbitre nous donne le top, etc., etc. Au squat, il faut casser la parallèle. Donc, on va dire, il y a des critères d'exécution qui sont stables. Et en street, c'est pas tout à fait, enfin, c'est pas systématiquement le cas. Et du coup, l'idée, ce serait de pas nécessairement s'entraîner qu'aux critères de compétition qu'on connaît, c'est-à-dire de passer par exemple juste le menton en traction, mais comme tu l'as dit, bah, de faire du posé, de passer peut-être toute la tête, de faire des high pull, des chest to bar, etc., pour s'entraîner à tirer haut, etc., etc., quoi. Ouais, bah, de toute façon, si le mec aujourd'hui il fait pas ça, déjà ses entraînements, sincèrement, ils sont zéro, tu vois. Comme tu dis, Il manque des choses. bah oui, l'intention, allez, il faut la mettre tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Donc, à partir du Bien moment sûr. où tu fais pas les choses, tu fais les choses à moitié, t'étonnes pas de ton résultat à la fin, tu vois. Donc, Bien sûr, voilà. ouais. On part toujours du même principe, hein. La guerre, c'est à l'entraînement, c'est pas, et le mec qui perd à l'entraînement tous les jours, Ouais. sincèrement, j'ai envie de rigoler, tu vois. Donc, voilà. Les choses, je pense que les réseaux dénaturent un peu le sport. Après, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Mais un sportif qui connaît son sport, c'est de quoi vaut de quoi sont, de quoi sont faites les choses. Donc forcément, on sourit, on sourit.
Et justement, bah tiens, moi j'ai une question, c'est tu parlais des réseaux là. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact si positif que ça, étant donné que en termes de, enfin en France en fait, on a quand même les meilleurs athlètes. Est-ce que comment les gens en fait qui se mettent à cette pratique-là, ils sont objectifs par exemple dans leur objectif justement, ou enfin comment tu vois ça à peu près, parce que c'est vrai qu'en France il y a un niveau qui est tellement énorme, quand tu commences la pratique, il y a deux choses, soit enfin ça te motive de ouf parce que voilà tu vois vraiment des mecs faire des perfs incroyables, ou ça peut te mettre un frein en te disant voilà ouais je suis peut-être pas à la hauteur, est-ce que ça c'est vraiment le bon sport, est-ce que c'est fait pour moi, qu'est-ce que t'en penses un peu de tout ça? Bah, voilà, après, c'est les réseaux, comme tu viens de dire. Donc, voilà, faut pas s'attacher aux réseaux. Il y en a qui pensent que c'est la vraie vie, d'autres prennent ça vraiment à la rigolade. Donc, en fait, t'as tout. Après, t'as celui-là qui va mentir sur ses charges pour dire, voilà, j'ai fait un PR, voilà, c'est aussi, je vais dire, comme en boxe, comme en MMA, hein, tu vas faire le show, tu vois ce que je veux dire. Donc, le but aussi, c'est ça aussi, je pense. Il faut prendre les réseaux, vraiment de façon à la rigolade, tu vois. Si t'es vraiment sérieux là-dessus, après, voilà, je pense que tu vas finir en mélodrame. Voilà, ta vie, elle va être ça va être dur, quoi, tu vois. Donc, clairement, non, il faut prendre tout à la rigolade. Après, celui qui prend trop ça au sérieux, forcément, au bout d'un moment, il va se faire bouffer par le réseau, tu vois. Ça va bouffer sa vie. Donc, moi, voilà, c'est mon conseil, en tout cas, c'est de prendre ça à la rigolade. C'est chacun pose ce qu'il veut, chacun met ce qu'il veut. Celui qui veut vraiment prendre ça au premier degré, il prend au premier degré. Moi, je sais qu'en tout cas, en tant que sportif, ça m'a jamais fait peur, quelqu'un qui me montre des grosses charges. Parce que voilà, moi, je pense que la compétition fait tout. Ça veut dire le mec qui me met des charges et qui fait jamais de compète, ça m'intéresse même pas. Le mec qui perd toutes les semaines, sincèrement, ça m'intéresse un peu parce que je vais regarder ce qu'il fait en compète, tu vois. Et en compète, généralement, j'ai l'habitude de voir que bah y a pas de paire. Donc voilà, c'est comme je te dis, voilà, il faut savoir les prendre vraiment avec légèreté et pas se prendre la tête. Après, Ouais, faut prendre du recul quoi. c'est ça. Si tu veux faire le buzz, ça reste un bon moyen de percer. Mais les athlètes, encore une fois, sont trop mis en avant par rapport à notre sport si on veut avancer. Donc voilà, nous, on a toujours eu nos athlètes. Je sais que c'est dur. C'était dur pour eux hein, de devoir penser en équipe avant de penser à soi, tu vois. Mais on essaye toujours hein, de donner cette identité. C'est-à-dire que voilà, c'est l'équipe avant tout. Si tu veux penser perso, viens pas chez nous, tu vois. Nous, on est vraiment une équipe et c'est les valeurs qu'on veut et c'est une discipline que je veux vraiment donner. C'est que voilà, on les fait venir des fois, ils sont aux quatre coins de la France pour des réunions, pour des choses comme ça parce que on veut professionnaliser la chose et donc ils doivent donner de la rigueur à leur travail s'ils veulent vraiment être intéressants et donner de la plus-value à notre sport, tout simplement. Ah, c'est marrant que on sent que tu as une très forte attache à tout ce qui est justement bah, lié aux valeurs de l'équipe, etc. Alors qu'en plus, toi, tu as fait, si je ne dis pas de conneries, tu as fait majoritairement, même quasiment que des sports individuels en plus, non? Bah, le cyclisme, c'est un sport individuel, mais en même temps, tu es en équipe. Ça reste pareil que le street, tu vois. On est individuel, mais tu es obligé de penser équipe. Forcément, tu vois, parce qu'il y a un prix d'équipe à la fin, de toute façon. Donc, à partir du moment où il y a un prix d'équipe, tu dois avoir l'esprit d'équipe. Après, j'ai fait l'armée et je pense que c'est ça qui m'a donné des valeurs et la cohésion. C'est ça qui m'a donné l'envie aussi quand j'ai monté la team de donner une cohésion à la chose et je pense que c'est ça qui a fait l'âme de la SWAT. C'est vraiment que il y avait une vraie cohésion et que chacun s'aide encore aujourd'hui, tu vois. C'est que le plus fort aide son prochain, toujours. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de donner comme valeur et tous ceux qui sont passés à la SWAT le savent. Et ceux qui sont pas restés longtemps, en général, c'est qu'on était en désaccord. Ok. Et là, tu nous avais parlé de comment t'es venu l'idée de créer la SWAT tout à l'heure. En fait, c'est venu naturellement par la force des choses.
Et justement, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, parce que je sais qu'il y a un fonctionnement un peu particulier de cette team et le principe, quel est le principe de la SWAT? Bah, le principe, comme je disais tout à l'heure, c'est de professionnaliser notre sport, tout simplement. On veut donner une valeur ajoutée à nos athlètes, parce que c'est des vrais athlètes, hein. Vous le savez, si vous entraînez aussi, pareil, vous entraînez 4, 5, 6 fois par semaine, des fois, on fait de gros sacrifices, comme tous les autres sportifs. Alors, pourquoi pas valoriser l'athlète qui donne tous les moyens, justement, pour être le meilleur? Il est dans ma team, il se donne à fond, bah je vais essayer de lui rendre à fond tout ce qu'il me donne. Et c'est ça, en fait, c'est comment est venue la team, c'est ça, c'est je te donne, tu me donnes, et en fait la cohésion d'équipe fait qu'au bout d'un moment, bah ça prend de l'ampleur, et bah tu te laisses aller, en fait, les choses sont venues naturellement. Et après, j'ai été aidé par mon associé aujourd'hui, Maxime Aïchadi, donc qui est mon associé au sein de la SWAT Academy, et qui m'a aidé aussi à faire évoluer ma mentalité pour justement valoriser notre sport. Parce que on a un beau sport, et on serait bête de pas le faire avancer plus que ça, quoi. Et actuellement, en termes de fonctionnement, pour intégrer la SWAT team, si je dis pas de bêtises, il faut battre un des athlètes en compétition, c'est ça? Alors, ça, c'est une des règles. Si un mec voudrait rentrer dans la SWAT team, il me dit je veux rentrer dans la SWAT, déjà c'est compliqué parce que moi je pars du principe que, comme je l'ai dit, il faut des valeurs. Donc avant le côté sportif, il faut que déjà ils soient avec des valeurs qui nous ressemblent. Après, je dis pas pareil parce qu'on est tous différents, mais en tout cas, il y a des valeurs qui sont très importantes pour moi, et donc déjà, si tu les as pas, même si tu bats le meilleur de mes athlètes, tu viendras pas à la team. Donc déjà, voilà, voilà, je considère que je veux prendre les meilleurs, mais comme je t'ai dit, c'est que, voilà, on participe à une vie ensemble, et qu'on puisse se discuter les uns les autres, et pas qu'on se déteste ou qu'on se tire dans les pattes. Le but, c'est qu'on monte tous ensemble. Donc, je pense que chacun peut trouver une team, s'il aimait pas ma façon de fonctionner, ou qu'on s'appréciait pas trop, bah, il monte sa team et il fait son truc de son côté, et chacun peut évoluer comme ça. Voilà, ça n'empêche à rien. Maintenant, je reste très très humain, donc j'essaye toujours de laisser du temps à tout le monde. Mais voilà, tu bats un athlète, c'est possible de rentrer à la team. Après, on va souvent chercher les athlètes, et on fait aussi des sessions de recrutement sur des mini compètes, on va dire des mini retirements, tu vois. On va voir des max poids du corps ou lestés pour qu'on puisse décider. Mais comme je dis toujours, hein, c'est pas les perfs qui passent en avant, c'est un tout, c'est une globalité. C'est la mentalité du gars. Est-ce qu'il se donne à fond pour le truc? Est-ce que il est dispersé? Est-ce que il a besoin de 26 000 accessoires pour faire son truc? Est-ce que voilà, moi tout m'intéresse, le mental, le physique, et puis les valeurs. Ok, ouais. Bah, c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'il y a cet aspect un peu élitiste via la performance, de quand même valoriser des athlètes qui sont bons, qui ont un bon niveau, parce que bah, ça fait aussi une image où ça fait un peu rêver, et c'est stylé quoi. C'est comme dans les tournois, il n'y a pas n'importe qui va venir se taper contre Sangoku parce qu'il a décidé qu'il pouvait venir se taper contre Sangoku. Faut qu'il y ait un peu cet aspect élitiste, et en même temps, il y a l'aspect des valeurs, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment un tout qui fait que la team a vraiment un esprit, un truc qui est derrière. C'est ça. Et je pense, ouais, c'est pour ça qu'on a continué à avancer, c'est que chaque personne qui est passée dans la team a trouvé que bah c'était intéressant pour lui, tu vois. Donc l'esprit qu'on a donné de base, avec un peu la rigueur à l'armée, parce que la base c'est ça aussi, hein, c'est que je fais des entraînements un peu militaires parce qu'on est dans la boue et tout ça au départ en 2014, tu vois. Et c'est vrai que ça intéresse beaucoup de jeunes parce que bah le dépassement de soi, il est vraiment là, quoi. Donc c'est vrai j'ai eu jusqu'à 70-80 personnes en entraînement, tu vois. Donc, Ok, ouais. ah ouais, l'été, c'était infernal, hein. C'était des sessions d'entraînement de 3 heures, parce que c'était le temps de passer sur la barre. On n'avait qu'une barre, c'était compliqué, mais on avait la dalle, tu vois. On avait la dalle. Je me rappelle même à une époque, on a fait avec des lumières frontales. On s'entraînait le soir avec des lumières frontales parce qu'il n'y avait pas de lumière à Aulnay-sous-Bois sur le camp d'entraînement, tu vois. Donc
voilà, il y a quand même des bons souvenirs et je pense que tout ça a fait que, tu vois, c'est tout ça. Et là, tu parlais justement de la SWAT. Et il y a aussi, je sais, la SWAT Academy. Et là, c'est un peu votre vivier d'athlètes qui peuvent intégrer par la suite la SWAT, c'est bien ça? Ouais, bah aujourd'hui, voilà, on a monté la SWAT Academy. Justement, pour nous, c'est plus simple aujourd'hui de construire un vivier et de venir chercher dans le centre de formation tes pépites, tu vois, et essayer de les former, les sortir de là, les entraîner, voilà. Donc, on a essayé de monter la SWAT Academy pour aussi s'ouvrir à tout le monde. C'est-à-dire que nous, on a fait des cours de calisthénie. On a essayé justement on essaye encore et ça va arriver d'ouvrir la première box de calisthénie, tu vois. Et quand ça va arriver, ça va faire très mal, tu vois. Donc, et là, aujourd'hui, aujourd'hui, on n'y est plus, mais on était à Fitness Park Villepinte il y a encore quelques temps. Ouais. Avant Covid, on a commencé en fait d'ouvrir cette petite partie de boxe calisthénie dans le fitness park. Et donc, on était ouvert à la calisthénie, mais de façon globale. C'est-à-dire que, je vous parlais de gym suédoise tout à l'heure, c'était un peu ça. Et on a eu beaucoup de femmes. Le street workout, pour moi, est devenu autre chose. C'était du côté du... Parce que on était en mode associatif avec la SWAT Team, et en fait, la SWAT Academy, c'est notre société. Donc, c'est Ok. pour ça que c'est aussi la différence, c'est qu'aujourd'hui, la SWAT Academy devrait devenir même le sponsor de la SWAT Team. Par la suite, c'est ce nous on désire. Donc, c'est pour ça qu'on veut ouvrir notre salle de sport. Et Pour plein de réseaux aussi. Et là, vous étiez implanté dans le fitness park de Villepinte. Et qu'est-ce qui a fait que justement vous y êtes plus à l'heure actuelle? C'est le Covid qui est passé par là, c'est un autre événement. Est-ce que tu peux en parler déjà? Je sais pas. En fait, on a commencé le 11 mars 2020. Donc après le 20 mars, je crois, on devait fermer les salles de sport. Donc déjà, on commençait après 2 ans de galère avec le Fitness Park Villepinte à tout monter, tout construire, tu vois, parce qu'on a dessiné quand même tous les plans de notre zone. On a travaillé avec Gorilla Grip à l'époque pour tout ça, tu vois. Donc on a vraiment dessiné tout. Donc on était vraiment attachés au projet, tu vois. On a rencontré le siège de Fitness Park justement parce qu'on avait un code couleur différent du leur. Donc il fallait rencontrer le siège, leur dire si on avait le droit. Ils nous ont donné l'accès à des barres blanches alors qu'eux, ils ont un code couleur noir, tu vois. Donc on a pu mettre... voilà, on a fait quelque chose de sympa à la base, qui était vraiment intéressant, et on s'est fait couper l'herbe sous le pied avec le Covid. Mais bon, voilà, pour tout le monde, ça a été pareil de toute façon. Donc on a dû couper tout ça, et on a repris, donc à la reprise, je crois que c'était donc 1 an et demi plus tard. Et là, au mois de septembre, je crois, au mois d'août 2021, je crois que c'est ça. Enfin, moi, je sais même plus quand est-ce qu'on a rouvert, tellement c'était compliqué. On est reparti, mais on avait perdu la moitié de nos adhérents. Malgré tout, j'ai fait tout mon possible pour les garder en extérieur, donc pendant le Covid. Bon, après, on nous a aussi arrêté d'aller dehors. Donc, voilà, c'était très compliqué. Et du coup, aujourd'hui, on avait recommencé l'activité jusqu'au mois de juin dernier. Où là, j'ai eu un petit quiproquo avec l'équipe qui était en place. Et j'ai préféré arrêter ce qu'on faisait là-bas parce que on n'avançait plus, on nous mettait plus des bâtons dans les roues. Donc, j'ai préféré tout arrêter. Ouais, c'était plus intéressant. Okay. Et à l'heure actuelle, en justement, fait, là. avec le plaisir. Comment je t'ai pas entendu, Nico? J'ai dit j'y allais plus avec le plaisir, et pourtant c'était mon bébé, Ouais. tu vois. Donc Ouais. et là, il y a eu un problème. Donc j'ai préféré arrêter, c'est pour ça. Ok. C'est vrai que l'espace était sympa. en plus, Ouais, hein, purée, c'était stylé, hein. Il l'est toujours, les gars. Il l'est toujours, et Ah, il est toujours je là-bas? pense que C'est justement, toujours ça- là-bas? Ok. Ah, il est toujours là-bas. Ouais, on a tout laissé, parce que on voit pas pourquoi on aurait tout repris, tu vois. Donc voilà, après c'est plus compliqué que ça, mais on a tout laissé sur place, et du coup, tout le monde peut revenir s'entraîner. Moi, j'y retourne aussi, hein, donc faut pas hésiter. Ok. Et là, la SWAT Academy, actuellement, elle en est où à peu près? Qu'est-ce que si tu faisais une rétrospective et un état des lieux, on va dire. Alors aujourd'hui, on avance beaucoup, même si on est un peu discret.
donc là, le 26 de ce mois, on ouvre notre chaîne Twitch. Donc il y a une chaîne Twitch qui va arriver, donc on va vous faire, on va vous exposer nos nouveaux athlètes, notre nouvel équipement. Enfin bon, voilà, le but c'est vraiment de mettre en avant la SWAT Academy et la SWAT Team sur cette chaîne. Donc le 26 mars, ouverture de la chaîne Twitch SWAT Academy. Donc un gros live avec tous les athlètes et tout, ça va être sympa. Donc à suivre. Hein. Ensuite, on a la boxe de calisthénie qui devrait arriver d'ici peu. Donc quand elle va arriver, je pense que ça va faire très mal parce je pense qu'on a vu très très loin. Donc je pense que ça sera vraiment précurseur pour toutes les nouvelles salles de sport. Après voilà, c'est pas pour jeter des fleurs, mais je pense que voilà, aujourd'hui on a assez bossé pour que voilà, ça soit réellement bien, tu vois. Donc et ça sera estampillé SWAT Team, ça, la boxe. La boxe. Alors la boxe sera justement le lieu d'entraînement de la SWAT Team, ouais. Et, ouais, ça sera ok, donc, lourd. Et ça sera comme on a toujours voulu faire, c'est la zone compétiteur et la zone amateur, tu vois. Et genre tu peux venir chez nous voir juste les entraînements de nos athlètes, tu vois. Voilà, c'est ce qu'on va faire aussi. C'est pour ça qu'on lance la chaîne Twitch justement pour garder un direct avec tous les entraînements, toutes les choses comme ça. Ça sera plus simple de dialoguer avec la communauté par la suite. Donc finalement, l'expérience avec Fitness Park, c'est un mal pour un bien que ça soit terminé, quoi. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, il faut tout prendre avec bonus. C'est-à-dire, on nous a donné une chance incroyable de pouvoir monter une box de calisthénie dans un fitness park. Voilà, c'est un tremplin de fou. On en a profité. On sait que ça fonctionne. Voilà, on peut partir maintenant faire notre truc de notre côté parce qu'on sait que on a tout vu et on est prêt à tout faire, tu vois. Donc pour donner un vrai service et donner envie à la calisthénie comme les mecs ont fait pour le CrossFit, tu vois. Le but c'est ça aujourd'hui, c'est de donner à notre sport une vraie valeur avec ces salles qui sont appropriées aux athlètes de notre sport, tout simplement. Faut que vous implantiez dans la France entière après, hein. Je voudrais bien que Dieu t'écoute. Non, mais voilà, c'est le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Après, j'espère qu'il y en a d'autres qui ont eu l'idée avant moi de faire des choses aussi et que demain, il y aurait, je sais pas, une trentaine de box de calisthénie en France, tu vois, parce que ça reste très simple à faire. Pourquoi le CrossFit le font et nous, on n'arrive pas? C'est juste qu'au bout d'un moment, faut arrêter de rester street et mettre la même chose qu'on met en extérieur, le mettre à l'intérieur, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment notre sport, je vous le dis, parce que c'est simple, c'est pas prise de tête. À partir du moment où ils ont des bons coachs, c'est comme le CrossFit. C'est très simple à mettre en place. Juste, il faut des bons coachs et on va dire des bonnes méthodes de travail. Voilà, on passe pas du coq à l'âne. La calisthénie, c'est parce que je dis la calisthénie pour pas être trop street, hein, parce que ça fait peur aussi aux gens. Aujourd'hui, si on veut s'ouvrir, il faut plus dire calisthénie, je pense. Après, nous, à l'intérieur, on sait que c'est du street workout et on vient du street lifting aussi, tu vois. Mais je pense que c'est moins agressif pour certaines personnes de dire calisthénie que street, tout simplement. Ouais, c'est pour ça que voilà, on insiste sur le mot calisthénie. Et ça, en fait, ça poursuit sur la question que je voulais te poser. C'est qu'est-ce que t'aimerais voir, toi, dans les années à venir, je sais pas, une échéance de, allez, 5 ans, même 10 ans. Qu'est-ce que t'aimerais voir, même si t'as déjà commencé on sait déjà à peu près ce que tu vas dire, mais comment tu vois les choses dans l'avenir? Franchement, j'aimerais qu'on fasse comme le hip-hop, qu'on soit reconnu et qu'on soit aux Jeux Olympiques. Ça serait mon rêve absolu. Donc nous on travaille, je sais que je travaille peut-être pour rien aujourd'hui, hein, que
j'essaye de mettre ma petite pierre à l'édifice, tu vois, mais j'espère que beaucoup de gens vont nous entendre et vont continuer à faire ce qu'on fait et pas tirer forcément la couverture vers soi. Nous, la SWAT, on pense aux autres, sincèrement. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, c'est pour notre sport. Bien sûr, on souhaite avoir quand même des bénéfices de tout ça, mais le but, c'est vraiment de développer le sport. Quand on met des équipements, on va chercher des sponsors privés. J'ai jamais pris une subvention d'une mairie. Tu vois ce que je veux dire? On cherche à développer, mais vraiment par nos propres moyens. Et à l'époque, on avait même monté une voiture qu'on appelait la SWAT mobile. Avant et pendant le confinement, on aurait pu essayer de développer cette chose-là, tu vois. Donc, on avait une structure qu'on avait fait par un gars au Pérou qui avait fait ça, qu'on avait vu sur Instagram. Donc, on lui a acheté sa galerie, en fait, de voitures. Et on pouvait faire des tractions dessus et des barres de dips. Donc, je me déplaçais en coaching à l'extérieur. Et le but, c'était de se développer dans des sociétés, aller voir des CE, faire des cours sur les parkings avec des voitures, tu vois. Ça aurait été le but ultime, mais il y a tellement de choses à faire que il faut arrêter de rester dans nos petits spots et dans nos petites salles de sport, essayer de penser à nous et justement faire les choses pour nous dans des salles ou des petites box ou voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. On sent que tu as une vraie âme d'entrepreneur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pas forcément. C'est ce que j'allais dire. Les gars, pas forcément. C'est vraiment mon associé qui m'a donné cette envie aussi d'avancer là-dessus. Sans lui, la SWAT serait restée associatif. C'est-à-dire que j'aurais continué à faire mes petits entraînements pour mes petits gars. On aurait été aux compètes en région parisienne, dans le sud de la France une fois de temps en temps, tu vois. Et lui m'a aidé à aller chercher les sponsors. Quand Fitness Park te sponsorise tous les ans avec un gros chèque et que tu peux sortir des athlètes toute l'année sur des compétitions internationales, leur payer des billets d'avion, franchement payer l'hôtel sur 5 jours, l'Italie, on part l'année où Flo Marek devient champion du monde en endurance, on part 5 jours en voiture jusqu'en Italie pour faire un vlog. Et à l'époque, on était suivi par c'était Ocam TV qui devait faire un reportage sur nous. Enfin bon, voilà, on a été abordé par plein de monde. On n'a pas forcément fait les choses jusqu'au bout parce que ça reste compliqué. Moi, je suis pas forcément très très connecté. Donc c'est vrai que grâce à mon associé, j'ai aujourd'hui une autre vision des choses et c'est lui qui m'apporte tout ça. Donc voilà, moi c'est vraiment le côté sportif, mes athlètes que j'essaye de faire monter et on a toujours été ravis de ce côté-là qu'il y ait une émulation autour des athlètes et du coup bah on a toujours eu les meilleurs athlètes selon moi. Après ça reste que mon idée aussi, tu vois. Mais voilà, il faut faire de la compétition pour être le meilleur athlète. Mes gars en font, ils prouvent que ils ont un gros niveau donc après Ouais. Le but, c'est ça, c'est de continuer à avancer et de penser professionnel aujourd'hui pour notre sport, tout simplement. Et pas forcément penser à nous, penser à notre sport avant tout. C'est juste ça, penser à notre sport. Si on fait quelque chose, c'est pour faire avancer. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est même quand vous faites une compétition ou demain, va y avoir la FNSL ce week-end, premier pas. La FNSL, j'ai jamais accepté que ça soit une fédération. J'ai jamais accepté de faire cette compétition. Mes gars ont voulu la faire, donc je leur ai laissé la faire. Mais sincèrement, ça fait chier parce que la fédération, elle existait déjà. Et du coup, ça met des bâtons dans les roues parce que FNSL aujourd'hui, c'est plus mis en avant que la vraie fédération qui existe depuis plus de 5-6 ans et qui mériterait d'être aujourd'hui évaluée par le ministère pour qu'on devienne une vraie fédération. Et ça, c'est des choses problématiques, comme je disais tout à l'heure, et qui nous bloquent un peu dans l'avancement, en fait. Et pourquoi tu penses du coup que la FNSL elle a vu le jour? C'est parce que cette autre fédération, elle mettait pas en place peut-être les compétitions, le type de compétition que la FNSL a voulu promouvoir ou d'autres raisons? C'est que Zod, à l'époque, est All Bars. Donc, moi, j'ai rien contre Zod, hein, je le kiffe. Hein, il fait avancer le sport quoi qu'il arrive. Maintenant, j'ai déjà eu une conversation avec lui justement sur tout ça et je lui avais demandé à l'époque de rester dans la fédération actuelle mais d'ouvrir des branches. C'est-à-dire qu'on avait l'idée d'ouvrir des branches dans la fédération actuelle,
de faire une branche calisthénie. On s'était rapproché des meilleurs en agilité et en figure de force du côté freestyle. Et quoi qu'il arrive, le but c'était vraiment de monter une branche freestyle, une branche set and rep, une branche streetlifting. Et chacun aurait eu son identité. Mais il y aurait eu une grande fédé qui rassemble tout le monde. Tu vois, et c'était ça l'idée qu'on a proposée au départ à Zod, parce que même Dawari, qui est aujourd'hui le président de la c'est quoi? FNSWC, c'est dur à dire et long, mais voilà. Et du coup, le fait de s'appeler Fédération Nationale de Street Workout et de Calisthénie, ça met des bâtons dans les roues, parce que justement, on n'avait pas le droit d'utiliser national. Quand tu montes une fédération amateur, t'as pas le droit de mettre national ou français. Et du coup, ça a posé des problèmes un peu dans le dossier. Mais bon, je pense que ça peut être vite réglé, tu vois. Et en fait, Zod a monté la FNSL. Aujourd'hui, elle est beaucoup mise en avant justement parce qu'il taffe, tu vois. Et d'où mon propos où je peux pas lui dire grand chose, parce que il fait avancer le sport quoi qu'il arrive, mais ça met des bâtons dans les roues parce qu'on aurait pu faire autrement. Mais voilà, encore une fois, Zod il veut tirer la couverture sur lui. Donc non, je pense que voilà, non, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire plus simples en fait pour qu'on soit plus soudés. Et il aurait pu exister avec la FNSL à l'intérieur de la fédération, tu vois. C'est lui qui aurait géré tout le truc. Et moi et tous les autres, je pense, on lui aurait laissé la main parce que il sait faire, tu vois ce que je veux dire. On n'a rien à dire là-dessus, tu vois. Sa compétition elle est clean. Maintenant ça fait chier. Et si demain la FNSL elle rejoint la fédération de force, t'en penserais quoi? Je suis pas d'accord. En fait voilà, après on verra bien, tu vois, mais à l'époque on voulait déjà nous mettre avec la gymnastique. Tu vois, donc dans ce cas-là, si on suit une autre fédération, on est mort. Moi je suis prêt à prévenir tout le monde. Si on va avec quelqu'un d'autre, on est mort, dans le sens où quand il y aura des subventions ou des gros chèques qui peuvent tomber et nous aider, c'est d'abord eux qui les auront avant nous. Parce qu'on reste une branche de ce sport, tu vois. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on reste chez nous, comme le hip-hop l'a fait pendant des années. Ils sont restés chez eux. Ils n'ont pas intégré d'autres fédérations et au final, ils sont au JO aujourd'hui. Donc, moi, je dis qu'il faut pas lâcher. Peut-être que je te dis, je ne serai pas là quand le street percera vraiment, mais je pourrais dire à mes enfants ou à mes petits-enfants, tu vois, papa ou papy, il avait fait des choses pour ce sport, tu vois. Non, ouais, le but, c'est vraiment ça, c'est que demain, je puisse voir des petits jeunes à la télé faire du street avec peut-être d'autres formats, parce que je vais pas vous mentir, le 1RM format classique, au bout d'un moment, ça saoule tout le monde, tu vois. C'est comme le freestyle, hein, quand t'en as vu un, t'en as vu 10. Donc voir un mec tirer 80 kilos et voir 10 mecs derrière pousser 85, 82, 83, faut qu'on trouve d'autres formats, il y a d'autres choses à faire. Maintenant, aujourd'hui, voilà, proposons, continuons d'innover et on va trouver ce qu'il nous faut, tu vois. Ouais, carrément. Et puis moi, je redis ce que t'as dit, ce qui est hyper important. Alors là, je te rejoins à 1000%, Nico. C'est que faut faire les choses à notre niveau déjà pour faire avancer notre sport. Ça, je pense que Victor et moi, on est dans la même démarche, et je pense qu'il y a, je sais pas, enfin tu dois le constater de toute façon, qu'il y a une émergence là en ce moment de gens qui essayent de faire les choses, et ça je trouve ça génial en fait, parce que moi je le vois, nous deux avec Victor, on est coach aussi en salle, et on le voit, moi je le vois. Toutes les semaines, il y a des nouvelles personnes qui veulent se tester, se mettre à la discipline, etc. Et c'est grâce aussi à tous ces mecs-là, à tous les réseaux aussi qui ont une part négative, mais dans l'ensemble qui est plutôt positif pour le développement du sport. Et je trouve ça génial. Et je trouve ça, voilà. Et je trouve ça aussi hyper important. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'inviter sur le podcast, parce que pour moi, t'es le mec qui a fait le plus gros taf pour le street workout et le street lifting en France. Je pense, Victor, t'es d'accord avec moi aussi. Depuis plus longtemps aussi. Ouais, voilà, c'est ça. T'es vraiment le doyen, même si t'es jeune, hein. Je te dis, hein, t'es encore jeune, Nico.
J'essaie de me rassurer en même temps, c'est pour ça. Mais ouais, donc en tout cas super, Victor. Peut-être que t'as un mot à dire aussi. Bah, franchement, ouais, c'est vrai que clairement, t'as fait un taf qui est monstrueux maintenant et puis qui se ressent énormément, qui a permis d'amener le street à sa popularité en France. Moi, je sais que, pareil, tu vois, quand j'avais démarré la muscu, à la base, c'était comme ça, c'était dans les parcs en extérieur quand j'étais. Bah, c'était pareil, tu vois, c'était début année 2010, quand j'avais 12 13 ans. Et je me rappelle, pareil, tu vois, j'avais les mêmes inspirations, Hannibal, etc. Et c'était les mecs, tu te disais, putain, ils font des trucs de fou, tu t'essayais à faire des figures, etc. Et après, tu vois la SWAT qui émerge, qui rend le truc très très populaire au-delà de ce truc qui était hyper niche, tu vois. Moi, je sais que les trucs que je faisais, entre guillemets, j'en parlais à personne, je disais que je faisais de la muscu, parce que si tu disais tu faisais du street workout, tu faisais de la calisthénie, les gens ils te regardaient comme ça, ils disaient mais qu'est-ce que tu me racontes mon pote, tu vois. Et du coup, grâce à vous maintenant, en grande partie, bah, quand on dit street lifting, quand on dit street workout, quand on dit calisthénie, même pour des gens qui sont pas du milieu, mais simplement qui font de la musculation, qui sont en salle de sport et qui se connaissent un minimum, et ben ils savent à quoi ça fait référence. Et même si, comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas encore ce truc où c'est assez professionnalisé, c'est pas assez encore démocratisé. On sent qu'il y a, par rapport à 7 8 ans en arrière, tu vois, déjà un bon monstrueux qui a été fait, quoi. Non, non, je kiffe toutes les équipes qui arrivent aujourd'hui. Le seul truc, c'est qu'il va falloir s'équiper, les gars. Se faire au moins des t-shirts et des shorts, je pense, avec voilà, des marques ou pas, des sponsors ou pas. C'est voilà, prévu, ça, but, c'est prévu, voilà, c'est prévu, trouver sa c'est cible. prévu. C'est prévu. Ah, mais je sais, non, mais je sais, vous avez l'air de faire les choses bien, donc et voilà, nous on en parle aussi à d'autres teams, tu vois. Le but c'est vraiment ça, c'est vraiment que tout le monde fasse les choses à son niveau déjà, qu'on arrive sur des compètes avec tous les mêmes équipements, de couleurs différentes. Ça veut dire déjà la personne lambda qui nous regarde, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, on reste pas des banlieusards, hein, parce que on a toujours été vus comme ça. Donc c'est pas le sport à côté du CrossFit. Le but c'est vraiment qu'on soit à côté d'eux, tu vois. Mais voilà, et je pense que il y a d'autres formats à faire, hein, comme je vous ai dit encore. Merci encore pour tous ces compliments, les gars. Je pense qu'il y en a eu plein d'autres qui m'ont donné envie, hein. C'est pour ça qu'il faut pas non plus oublier tous les anciens qui ont bossé, même si aujourd'hui ils font plus du street ou ils font pour eux, tu vois. Il y a quand même pas mal de gars en France qui ont fait avancer le street. Et tout à l'heure, je vous parlais de Nabilson. Nabilson, il fait encore beaucoup de choses, mais dans le monde entier, tu vois. Et après, pour lui, mais il met en avant aussi le sport, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà, on est nombreux à avoir commencé le street. On est pas nombreux à avoir continué aujourd'hui avec la nouvelle génération. Moi, j'estime que bah j'ai monté une grosse team, donc je peux pas lâcher l'affaire malgré j'ai eu envie de lâcher des dizaines de fois. Mais voilà, je tiens à mon bébé. Je kiffe mes gars, mes athlètes qui sont passés et qui sont encore dans la team. Ça reste des gens que j'ai appréciés quoi qu'il arrive. Ils m'ont appris des choses, je leur ai appris des choses. Voilà, c'est grâce à certains aujourd'hui qui sont devenus Strange Vision qu'on a eu quand même une vraie aura autour d'eux, tu vois, parce que bah ils avaient un niveau, ils ont toujours un niveau incroyable, tu vois. Et aujourd'hui, le fait qu'ils soient partis de la team, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais comment vous allez faire? Bah, comment on va faire des athlètes? Il y en a partout. Il y a partout des athlètes. C'est juste qu'il faut aller chercher les gars, s'ouvrir. Notre sport doit s'ouvrir. Ils doivent venir tester. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens. Maintenant, il faut leur donner des valeurs. C'est-à-dire qu'avant le street lifting, il y a la base, il y a les fondations. On construit quelque chose et après, on vient au street lifting. Et c'est ce que nous, on essaye de faire avec la SWAT Academy, en fait. C'est que on essaye vraiment de leur faire comprendre que la base, déjà, c'est de bouger. Bouge. Aime bouger. Et après, si tu prends du plaisir à tout ça, tu vas grandir tout doucement. Et c'est toi qui décideras si tu veux faire du power, si tu veux faire du street lifting, si tu veux faire d'haltéro, si tu veux. Le but, c'est ça. C'est de motiver les gens déjà à les mettre au sport. Et si on peut le faire par notre sport, c'est encore mieux. Donc, voilà. Ouvrons-nous et surtout, n'oublions pas les bases, le street workout avant toute chose. Et si tout le monde passe par là, je pense que déjà, là, on va prendre de la valeur parce qu'il y aura pas des gars qui vont dire, ah, je me suis fait mal là, moi j'ai arrêté pour ça, j'ai arrêté pour ci. Et comme au CrossFit, on se laisse dénigrer parce que justement, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Ok. Et petit mot de la fin, je sais que là, j'ai vu, t'as ouvert un compte là qui parle de ta maladie. Tu peux nous en dire deux mots? Ouais, bien sûr.
Bah, en fait, j'ai décidé, bon, je suis tombé malade la semaine dernière, et du coup, j'ai eu du mal à continuer, mais le but, ouais, c'était de toucher une autre communauté. Comme je vous ai dit, on va ouvrir notre salle de sport. On a la communauté SWAT Team, les gens qui me connaissent en tant que coach dans toutes les salles en Île-de-France où j'ai pu bosser. Mais le but, c'était vraiment de parler de ma maladie. Même moi, ça me fait du bien de parler. C'est un peu une exutoire aussi, de raconter ma vie, de me dire que bah, malgré mes problèmes, j'ai réussi à faire un corps dur et solide. J'ai changé ma mentalité, j'ai changé ma façon de vivre. Euh, et ça, à cause et grâce à la maladie, tu vois. Parce que si j'avais pas eu cette maladie, je serais jamais venu au street workout et j'aurais jamais monté la SWAT team. Donc, en vérité, cette maladie, c'est une chance pour moi, malgré qu'elle me fait subir tous les jours euh, des misères, tu vois. Mais voilà, le but, c'est d'être solide dans la tête. Si on a un mental à toute épreuve, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis parti à l'armée aussi avec ma maladie. Le but, c'était ça, c'était vraiment de me dire, il y a rien qui va m'arrêter. J'ai une maladie, certes, il y a des gens qui ont pire que moi. Donc, réveille-toi et bouge. Donc, voilà pourquoi j'ai monté un nouvel Instagram pour toucher d'autres personnes, pour donner de la force à certaines personnes parce que je pense qu'il y en a qui sont touchés et justement, bah, ils sont mal accompagnés par des médecins qui n'ont pas forcément leur place encore aujourd'hui parce qu'ils ouvrent plus de livres, ils se forment plus et clairement, bah, on leur dit, bah, il faut arrêter de bouger, il faut rien faire, alors que la base, c'est bouger. Quand on a une maladie comme la mienne, voilà, qui est rhumatoïde en plus, il faut bouger. Si on bouge pas, c'est là que c'est pire. Après, il faut pas trop bouger. Il faut être intelligent quand on fait les choses, comme dans tout, en fait. Et voilà pourquoi j'ai monté ça. Et puis, arrêter de dire aux jeunes qu'il faut arrêter de s'écouter, là, parce que la faiblesse, il y en a marre. Et c'était d'essayer de motiver les gens, de leur dire, voilà, moi, j'ai ça, j'ai 40 ans, j'arrive à faire les choses. Entraîne-toi intelligemment. Vas-y tous les jours un tout petit peu. Et tu verras qu'à la fin, tu seras un grand homme. Tout simplement. Ok. Super. Bah, donc du coup, je vous invite à suivre sur ce compte. C'est quoi le nom du compte? Alors, le compte, c'est Life Spondysport. Donc, ma vie, ma maladie et le sport. Le but, ça serait, voilà, c'est par la suite, c'est de donner beaucoup d'astuces, d'entraînement par rapport à ma maladie, pour tout ce que j'ai fait pour me renforcer, pour me donner de la motive et, euh, et être capable de faire plein de choses, tout simplement. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Nico, de ta contribution au podcast et de nous avoir un peu raconté tout ça parce que moi, j'ai appris des choses et je pense qu'on sera beaucoup dans le même cas. Et je te vois ce week-end, Nico, ou pas là? Au premier pas? Tu seras là ou pas? Euh, Tu seras là ou pas? je vais essayer de passer en après-midi. Je bosse, donc ça va être compliqué. Ok. J'essaie de passer en après-midi. J'espère le plus tôt possible parce que on a 3 athlètes de la SWAT Academy qui concourent aussi. Donc ça serait intéressant de les voir. Et donc voilà, il y a Charlie en moins de 66, on a Timo, je crois en moins de 87, et on a un nouveau de la SWAT Academy, Jonathan, qui est en moins de 104, je crois. Donc voilà, ça peut être Ok. intéressant. Super, ça. Ok, bon, bah, je te Très dis lourd, peut-être à très ce lourd, week-end, alors, Nico. Bonne fin de journée à vous tous. Et puis, à bientôt pour le Ciao, les prochain gars. épisode. Salut, ciao.